bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui mardi 20 septembre 2022. Bienvenue dans votre émission d'information, l'actualité en débat. Ce programme que vous offre votre chaîne de proximité tous les mardis et jeudis à partir de 10h avec rediffusion à 20h les mêmes jours. Bien sûr, l'actualité en débat de ce mardi reçoit pour vous Cyril Sablassou, le directeur de publication du journal Le Républicain et directeur du site lerepublicain.info, et Koussé Yao, le directeur du site d'information africanligne.com. Cyril, bonjour. Bonjour Anita, bonjour confrère du grand-père. Bonjour Cyril, c'est un plaisir de te revoir. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Espoir 47. Koussé, bonjour. Bonjour Anita, ça dit à mon confrère, ça fait un petit bail de temps depuis croisé dans une émission. Donc j'aurai mon pourcentage à la fin de l'émission. Si vous le voulez bien. C'est parce que je veux que je le dise. Alors Cyril, c'est pas tous les jours que nous avons la chance de vous avoir. La dernière fois, on vous a eu en duplex par rapport à une situation qui prévaut dans votre commune, la commune d'Aguenivé 1, avec le marché assigné. Et dites-nous, est-ce que actuellement la situation elle est réglée ou ça continue? Bon, je crois que avec la collaboration ou l'implication du préfet de colonialité de la préfecture d'Akoé et le maire Kovi Adam, je crois qu'ils sont en train de trouver une porte de sortie, une solution. Parce que depuis, on a constaté aussi qu'il y a l'arrêt des travaux de la mairie, l'installation des... Mais les barres sont toujours là. Hein. Oui, mais il y a un arrêt des travaux actuellement. Donc peut-être c'est histoire de réfléchir et encore mener des idées pour voir quelles solutions ils peuvent trouver à ces bonnes femmes-là qui sont en train d'être décrépées de cette façon-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'intérieur du marché même est plein. Le marché d'Agué, c'est le plus grand marché de la préfecture d'Agué, sans le savoir. Le marché même est plein aujourd'hui. Donc ce sont les alentours, les bordures des murs. Voilà, parce que ce n'est pas pavé. Donc je crois qu'ils doivent trouver une solution à ces femmes-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que ces femmes jouent un grand rôle pour les populations. Il y a certaines femmes ou certaines personnes qui viennent au marché aujourd'hui, ils n'ont plus envie de rentrer, surtout dans cette saison de pluie pluvieuse. Ils n'ont plus envie de rentrer. Peut-être tu viens, tu veux payer les tomates, tu trouves tomates, tu payes, tu rentres à la maison. Donc, en quelque sorte, ces femmes aussi facilitent certaines courses ou écoutent certaines courses aux populations. Donc, nous espérons que dans les prochains jours, il n'y aura plus des tiraillements, des querelles entre les femmes et les responsables de la commune. Donc, je crois qu'une solution doit être trouvée dans les prochains jours. On va prier fort, surtout qu'il y a la calmie en cette période. Donc, on va prier fort pour que les choses rentrent dans l'ordre. Eh bien, nous allons commencer cette émission avec la une des journaux, la une des sites. Aujourd'hui, ce sont les directeurs des sites d'information, bien qu'il y a un directeur de publication avec nous. Mais, son journal n'est pas dans les kiosques aujourd'hui, donc on va donner la priorité à son site d'information. On commence par africanligne.info. Afrique en ligne qui a mis quelque part sur son site où sont passés les cache-nez et les dispositifs de lave-mains. Apparemment, vous ne voulez pas qu'on finisse avec cette histoire de Covid. Hein? Non, quand j'ai lu votre article, je me suis dit, mais non, c'est pas ça. Il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art? Oui. C'est-à-dire, quand vous prenez un État, ça fonctionne en tenant compte des réalités. Où vous nous dites que Covid c'est terminé, jetez vos cache-nez, vos lavabos, etc. Où vous ne dites rien, alors où les gens continuent pas à les utiliser, où les gens abandonnent d'eux-mêmes, et forcément, il y a un problème. Parce que nous sommes en réalité... Covid n'est pas fini. Alors, et maintenant, personne ne se soucie donc des règles, des mesures d'hygiène afférentes à... Il faut aller dans certaines banques
Ouais, écoutez, non, écoutez. Vous faites la queue, on vous je laisse viens de faire la parcourir- queue. je Et viens de quand c'est votre parcourir- tour, là, on vous dit votre cache-nez. Si vous n'en avez pas, vous Je êtes viens de obligé parcourir retourner. 25 km pour arriver ici. Je n'ai vu personne, qu'elle soit Z-Man ou bien, je sais Est-ce pas. que vous-même vous en hein. avez porté? Disons la vérité. Ah, mais écoutez, On non. va accuser tout de suite les Mais gens. c'est pour dire quand même qu'à un moment donné, l'État doit dire que, ah, Dieu merci, nous sommes maintenant à l'abri, etc., etc. Et l'Assemblée lève donc l'état d'urgence sanitaire, ne Mais serait-ce que. la maladie, elle est toujours là. Est-ce qu'on doit lever? Alors, écoutez, si elle est toujours là, pourquoi, Anita, laisse-moi te dire que dans certains pays déjà, dans certains pays européens déjà, les mesures là sont pratiquement derrière les populations. Les gens se préoccupent plus de leurs activités économiques plutôt que de leurs conditions sanitaires. Nous sommes d'accord. Mais ici, on nous maintient sous l'état d'urgence sanitaire, ce qui veut dire qu'on ne peut pas marcher comme il se doit, on ne peut pas se rassembler normalement, alors qu'au même moment, tout est un peu foutu. Les gens vivent à l'aise, aller un peu à l'intérieur. Vous n'allez même pas rencontrer une seule personne avec cache-nez, même dans les commissariats et autres. Alors, je ne vais donc pas des services publics. Donc, je pense que où l'État est cohérent envers lui-même, il lève donc l'état d'urgence sanitaire, puisqu'il a déjà quand même réussi Dites-nous franchement, qu'est-ce que vous reprochez à l'État? Le l'État, fait de ne pas lever l'état d'urgence sanitaire, de ou le laisser- fait de ne pas nous dire que Covid est fini. C'est ça. Si Covid est fini, Covid n'est pas fini. si de Covid toute n'est la pas fini, façon. je pense qu'un État doit être beaucoup plus sérieux en essayant un petit peu de lever un peu les écouvillons pour permettre aux citoyens de pouvoir vivre, parce que moi je peux me prévaloir peut-être de la condition actuelle pour me priver de certaines libertés, voyez-vous. Mais si l'État levait cela au moins dans ma circonscription pour quelque temps avant de ramener à peu près, on aurait compris. Mais dans un cafouillage total, quand on vit, je trouve que l'État a des manquements. Il y a, en matière de gouvernance, il n'y a pas la maîtrise. Alors, l'État devrait pouvoir maîtriser la population, maîtriser le mal, savoir où il se trouve et comment donc le circonscrire. Et voilà, et progressivement, s'il faut lever entièrement l'état d'urgence sanitaire, il faut aller vers là. Plutôt que de laisser la population elle-même se démerder entre porter, ne pas porter, ce qui porte parfois le flanc à quelques policiers gendarmes qui parfois, s'ils manquent d'argent, ils peuvent arrêter des gens et leur prendre quelques sous, etc. Je pense que c'est ce dont vous avez peur surtout. Oui, je pense que où on lève, nous sommes libres, où c'est l'état d'urgence sanitaire, on nous indique les zones prioritaires. Voilà. Alors, Cyril, vous avez suivi un peu l'analyse de notre comptable par rapport au port des cache-nez et au dispositif de lavage de main. Dites-moi, avec ce que nous traversons actuellement, cette vie chère, tout ce qui va avec, est-ce que l'État encore le temps, c'est vrai que l'État doit s'occuper de tout, mais est-ce que le gouvernement a encore le temps de revenir sur cette histoire de cache-nez? C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des sorties par rapport à cette crise-là, on nous dit respecter les mesures barrières, respecter les mesures barrières. L'heure est encore je ne sais pas, au respect des ou bien mesures au barrières. contrôle strict de ces choses-là. Non, je crois que depuis quelques jours, quelques mois, la situation relative à la crise sanitaire est en train d'être décantée. Vous n'êtes pas sans savoir. Ailleurs même, dans certains pays comme la France, ils ont déjà levé le port des masques. Même tout récemment, même notre aéroport aussi a mis un point sur le port obligatoire des masques. Mais autrement dit, le port des masques ou le respect des masques est en train d'être décrété chez nous de façon officieuse, parce que dans certaines civilisations, toujours par exemple dans des commissariats au niveau de Togocel, Togocom, etc., les agents sont toujours en train de demander ou exiger
Donc, pratiquement, tous les services d'administration, quand vous y rendrez, vous devez avoir votre... Non, je suis... Pas tout. Parce que même dans certaines administrations, dans certains ministères, on rentre, on ne nous demande même pas les cache-nez. Je crois que c'est un problème de sel parce que déjà, si vous voyez un peu le carrefour d'Ago est assez... je ne comprends pas les agents, les policiers qui sont là-bas, qui prennent toujours certaines personnes en otage pour les histoires de cache-nez. Au même moment, paradoxalement, au même moment, eux-mêmes, ils ne portent pas des cache-nez. Même à l'entrée du marché, il y a plus de dispositif de lavage de mains, etc. Donc, il faudrait que soit l'État nous dise que, OK, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus les cache-nez. Voilà. Il y a une levée sur les cache-nez. C'est vrai, on peut avoir des gels hydroalcooliques, mais le port des cache-nez, à partir d'aujourd'hui, il faudrait qu'on nous dise que ce n'est plus obligatoire. Mais nous laisser lever ce dispositif-là de façon officieuse. Moi, je le dis, c'est déjà levé au fait, parce que quand vous faites au moins 100 mètres, vous ne verrez personne porter des cache-nez aujourd'hui. La preuve est là, nous sommes ici, on n'a pas porté les cache-nez. Mais avant, ce n'était pas possible de faire. J'ai fait des émissions ici, je suis obligé de porter les cache-nez. Donc, je crois qu'il faudrait que l'État arrive à clarifier la situation. Soit on nous dit, c'est lever le port des cache-nez, soit on dit que le cache-nez est toujours obligatoire. Mais je crois que nous avons d'autres problèmes plus sérieux, puisque les cache-nez, il y a le terrorisme qui est à côté, il y a la vie chère aussi, qui est en train de nous décimer, si je peux le dire comme ça. Donc, l'État n'a plus la tête. L'État ne peut pas tout faire, en fait. L'État n'a plus la tête. Il doit tout faire, normalement. Mais l'État ne peut pas tout faire. Tu dois tout faire, mais il ne peut pas tout faire. Donc, il faudrait qu'on arrive aussi à les comprendre. Il faudrait qu'on arrive aussi à les accompagner. Alors, tout c'est un mot, puisque c'est votre article. Oui, mais écoutez, tel que vos concepts viennent donc de l'élucider, je pense que l'État doit pouvoir être celui de l'information, qui ne laisse pas le peuple décider pour lui-même. Il doit montrer qu'il contrôle le territoire en levant, soit de façon progressive, les gestes barrières, ou carrément... Est-ce qu'on peut lever tous les gestes barrières? Oui, on peut lever, j'ai dit, dans les localités. L'État, quand je parle de contrôle territoire, c'est que l'État est en ça que la zone de Sabado, on a trouvé quand même un point là-bas. Attention, on peut circonscrire cette zone pendant quelques temps. Et des zones, maintenant... Parce qu'avec ce que nous traversons, si on risque de tomber dans une autre pandémie, on est foutu. On est foutu, mais logiquement, même la France, où il y a eu des centaines de morts, a déjà levé. L'Allemagne également l'a fait. L'Allemagne l'a fait. L'Italie, il y a eu des morts, etc. Mais pourquoi au vous savez... Ce qu'ils vivent, c'est ce que nous vivons. Ah, mais écoutez, le nombre de morts compté en Afrique par rapport en Europe, la différence est là. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Voilà, donc en principe, nous, on n'a rien à foutre actuellement de Covid, c'est pratiquement terminé depuis. Mais si on laisse encore dans l'état d'urgence sanitaire et que les contrôles soient encore possibles, c'est comme on est en train d'enfreindre nos libertés. Parce que actuellement, les gens pensent plutôt économie, comment vivre. Et maintenant, si à cela encore, vous allez encore rencontrer un policier qui va vous demander encore des histoires de cache-nez et vous faire encore des amendes. Oui, c'est possible actuellement parce que l'État n'a pas encore levé. Imaginez, on prend un Togolais aujourd'hui, on lui réclame 3 000. Bien sûr. Personne va trouver où. Va trouver où? Alors, le Parlement, nous savons que... Comment au commissariat, peut-être que vous trouverez quelque chose à manger. Alors, ce n'est pas une manière de dire qu'il ne faut pas respecter ce qui est dit pour l'instant. Voilà. Respectons ce qui est dit. L'État doit être à l'écoute de la population. On lève l'état d'urgence sanitaire. Et que le Parlement se réunit très vite pour vraiment trouver une solution à la question. Plutôt, son silence fera que le policier aura encore le plein pouvoir de nous arrêter et de nous amender. Alors, le Républicain Info Togo, journée du sport, une forte mobilisation des Togolais attendus le 24 septembre prochain. Vous avez encore le temps de penser au sport. Journée du sport, c'est quoi?
Non, en fait, c'est une journée qui a été initiée par le ministère des Sports pour amener les Togolais de tout âge, de toute tranche d'âge, les vieux, les retraités, les enfants, les jeunes, les hommes, tout le monde, pour une fois au moins dans le mois s'unir pour aller courir, faire des exercices. Les Togolais le font tous ou bien chacun le fait dans sa maison? Non, il y a dans des localités au fait, dans chaque région, il y a des organisations qui sont en train de prendre la charge de ce projet-là. Donc, la première journée, c'est le 24 samedi. Le samedi prochain, nous tous nous allons essayer de sortir pour courir, pour aller se déstresser un peu. On dit souvent chez nous, même quand on pleure, on doit voir. Et je crois que le sport... Il y aura des collations à la fin. Je crois qu'il y aura des ça, on ne va pas courir pour rien. Voilà, donc, comme je viens de le dire, même si on pleure, on doit aussi rire, on doit aussi voir. Vous n'êtes pas sans savoir que le sport aussi améliore la qualité de vie. C'est bon pour la santé également. La santé, etc. Ça va aussi nous permettre de se désestresser parce qu'avec cette vie chère, la vie chère même est en train de nous tuer plus que le coronavirus. Donc je crois que le sport ou bien ce projet vient. Corona n'est rien comparativement à la vie chère. Non, la vie chère de se protéger, mais la vie chère, vous n'avez pas. Voilà, donc, il n'y a rien pour se voilà, donc protéger. la vie chère dépasse même le coronavirus, c'est ce que je suis en train de dire. Donc je crois que c'est un projet qui est venu un peu nommé qui va. C'est la première édition ou bien? Non, c'est la première journée, c'est le 24 septembre prochain. Est-ce que ça se fera chaque mois? Oui, je crois que ça doit se faire chaque mois. Je crois que ça doit se faire chaque mois. Au fait, les gens le font déjà, mais ce n'était pas, entre guillemets, institutionnalisé. Vous n'avez pas savoir, dans certains quartiers, chaque samedi, il y a des gens qui s'organisent. Il y a même des clubs pour ça. Quand vous allez à l'université, aujourd'hui, il y a des clubs. Samedi Sporting Club, il y a Agoe Sporting Club, etc. qui s'unissent, qui sortent ensemble, qui courent. Souvent, avant c'était nos militaires, les policiers qui le faisaient. Maintenant, entre-temps, il y a les sports de masse. Donc aujourd'hui, je crois que le ministère est en train de prendre la situation à la main en initiant ce projet nommé sport, journée du sport. Donc je crois que en fait le truc existait depuis, donc le ministère est en train de le réorganiser pour permettre à tout le monde de le participer dans de bonnes conditions et toujours en sécurité. Alors par rapport à la journée du sport, qu'est-ce que vous en dites? On va se lever samedi prochain. C'est très tôt le matin. C'est très tôt le matin. On va marcher, courir, bonne initiative. Oui, je suis parfaitement d'accord avec l'initiative parce que ça permet de garder le peuple en bonne santé. Dans ce que le président Thomas Sankara avait initié dans son pays à l'époque. Ça veut dire, personnes âgées, tout le monde sortait. C'était une obligation, il fallait courir. Chef de l'État. Ah oui, c'était une obligation. Si, oui, au temps de la révolution. Si ça devient une obligation, il y a des gens comme moi, nous allons mourir. Non, on vous obligera à courir, à vous dégraisser. Imagine, à l'intention de courir, c'est gâté. Mais c'est pas gâté. C'était quand même une institution qui marchait bien à l'époque de Thomas Sankara. Et la population était vraiment debout, avec un chef d'État qui lui-même était un chef de bataillon. On le voyait sur les chantiers. Il prenait les bricots marchands, il travaillait avec la truelle, il est partout, dans les champs. Et il encourageait la population à pouvoir se mettre au travail. Voyez-vous, malheureusement, il a été assassiné très jeune. Si ça peut marcher au Togo, au moins les samedis, que tous les quartiers se réunissent et que sous les contrôles de police, éventuellement, nous puissions faire du sport. Nous sommes d'accord. Nous qui sommes du côté de Palémé, il y a quand même des coins de chez vous, là, il y a beaucoup de coins. Oui, on se rencontre là-bas, j'ai une collation, on le fait. Donc c'est bien pour la santé des populations. C'est la partie qui m'intéresse. Moi, je viendrai. Donc c'est à la place de collation. Ce qui compte, c'est de maintenir la population en bonne santé par le sport. Moi, j'ai joué avant, mais depuis quelques temps, j'ai pris mes pieds sur un terrain de foot.
Mais si c'était exigé de sortir, c'est-à-dire pour marcher ou bien faire du sport, eh bien, ça m'obligerait à pouvoir venir avec ma santé sportive. C'est bien pour la santé. Donc, c'est une initiative qu'il faut fortement encourager et maintenir dans le temps. Parce qu'au Togo, on commence, on finit jamais. Alors, dites-moi, Cyril, est-ce qu'il y aura une équipe de secours? Parce qu'il faut se dire la vérité. Oui, je crois qu'il y a une équipe de secours qui sera mise en place. Il y a les Croix-Rouges, il y a les sapeurs-pompiers qui vont accompagner les populations. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour inviter. Moi, j'y serai. Parce que on va aller courir un peu et si possible, boire. Même si on a faim, on peut boire. Même si c'est de l'eau. C'est un vrai Togolais. Voilà. Un vrai Togolais. Si vous voyez, ne te demande même pas si tu as mangé, il t'offre à boire. Voilà. C'est l'occasion d'inviter tous les confrères, toutes les populations à adhérer à ce projet et les inviter à participer de façon massive le samedi prochain. Alors, merci à vous. On invite donc tous les Togolais, même si on n'a pas l'argent, il faut avoir au moins la santé. Ça diminue les dépenses. Donc, cette journée, elle est lancée, on dit, elle commence le 24 prochain. Donc, faites le déplacement dans différents quartiers où il y aura des points de départ. Vous le faites pour garder la santé, même si vous avez une forme comme moi. Allez-y seulement. Alors, nous allons parler des 10 mesures prises par le chef de l'État pour apporter un peu de souffle aux Togolais face à la vie chère. Koutset, d'abord, en tant que Togolais, comment avez-vous reçu la nouvelle? C'était vendredi, je crois. Oui, vendredi. Wow, je l'ai reçu de façon perplexe. Perplexe parce que je ne trouve aucune mesure qui m'intéressait dedans. Pratiquement, parce que moi je m'attendais que l'État fasse de la déflation. Alors, comme ils disent, que le coût du carburant est ramené à 500 ou 550 et que le gaz soit ramené au tarif précédent, 3150. De tout cela, rien. Donc, on a annoncé la subvention, le maintien de la subvention. Alors, quelle subvention? Donc, attendons que les commandes la finissent d'abord pour voir. Eh bien, j'attends de voir. Sinon, actuellement, quand vous interrogez la Togolais, c'est vrai. Il y en a, on peut dire que l'État est resté un peu sensible, parce qu'il y avait quand même un relèvement de 10% des indices de salaire, bon, et transport, je crois que c'est 10 000 francs pendant une période donnée, sur un temps donné. Mais il faut des mesures qui touchent beaucoup plus les populations. Parce qu'il faut interroger la rue pour savoir quelle est donc son appréciation donc, face aux mesures prises donc, par le gouvernement. Alors on va revenir sur ces mesures en attendant. J'observe. Parce que je pense qu'il faut que je paye moins cher la demande. Le lait aujourd'hui est toujours vendu à 500. Moi, en tant que consommateur 500, final, oui. C'est dans votre quartier? Non, 500 fois, 550. Non, si c'est dans votre quartier, je veux aller vite faire là-bas pour en acheter. Quoi. D'accord, parce que c'est passé déjà à 650. Alors, écoutez, voilà. Donc, quand il y a une inflation qui dépasse presque 100%, ces mesures sont que des gouttes d'eau dans la mer. Il ne faut même pas regarder, il faut aller à une déflation générale. Alors Cyril, en tant que journaliste, en tant que citoyen togolais, quand vendredi, vous avez vu le ministre en charge de l'économie annoncer cette nouvelle-là, comment vous avez reçu ça? Bon, moi personnellement, j'ai été surpris. Parce que je n'avais pas imaginé que lors du dernier séminaire de Balimé, cette décision serait prise au fait. Donc je crois que j'ai été surpris, j'ai reçu la nouvelle de façon surprise, si je peux l'exprimer ainsi. Mais au même moment, j'ai félicité le chef de l'État. Je crois que c'est un pas, même si tout le monde n'a pas été satisfait. Mais je crois que
c'est un pas et les autres aussi vont arriver. Mais ce qui m'a aussi touché un peu, c'est la presse privée qui est le plus grand oublié on va revenir sur ça. Je crois qu'il faudrait que le 11e point vienne rapidement. Seigneur. Pour nous sauver aussi. Nous sommes déjà à 10, mais les gens veulent le 11e point. Alors, d'autres Togolais également ont reçu la nouvelle à leur manière. Nous allons suivre ce que pensent certaines personnes à l'annonce de ces 10 mesures et on revient ici. Disons que c'est un véritable ouf de soulagement pour les Togolais parce que franchement la vie était devenue presque insupportable pour nous et à la maison des fois pour joindre les deux bouts c'était pas aisé, donc on ne peut que saluer cette action vraiment qui est arrivée à point nommé. Il faut dire que c'est une mesure salutaire, on ne s'y attendait pas. Cela prouve à suffisance que c'est tout comme un papa se soucie de ses enfants. Et donc c'est un cadeau, vraiment c'est un joyau apprécié. Nous lui remercions beaucoup pour cela. Et je dirais que lorsque tu es dans le besoin et que ton papa t'accorde un peu ce que tu veux, là on ne peut que dire merci. Donc le chef de l'État a fait ce qu'il peut. Nous on souhaiterait qu'il fasse mieux que ça parce que vraiment ce qu'il a fait peut nous servir à combattre un peu la vie chère, mais je ne pense pas que ce serait la solution totale pour la chose. Donc il n'a qu'à nous aider encore davantage. Nous souhaitions vivement que cela continue ainsi et ça va beaucoup aider les populations. Voilà, retour donc en studio. Vous avez suivi un peu, chers confrères, l'avis de certains Togolais par rapport à l'annonce de ces 10 mesures par le ministre en charge de l'économie. C'était vendredi dernier. Comme vous l'avez dit, vous l'avez reçu d'une manière perplexe. Cyril, lui, il était surpris. Et il faut qu'on ajoute un 11e point. Avant de réfléchir à ce 11e point, nous allons faire un coucou à nos annonceurs et on revient. Octavio, si vous le permettez, on va saluer nos annonceurs et revenir. Alors, Octavio n'est pas près de l'autre côté, mais dites-moi, apparemment les travailleurs du secteur privé ne bénéficient pas de grand-chose, à part les entreprises privées par rapport concernant le côté fiscal. C'est fini, hein? Oui, pratiquement c'est fini. C'est que l'État, nous ne sommes pas dans l'État-providence, malheureusement. Je nous pourra le dire. Nous sommes dans l'État gendarme. Vous savez, on a connu presque 2 années de rupture d'activité liée au mal de Covid. Pour le Togo, la crise a même commencé dès lors que le Nigeria avait fermé ses frontières avec les pays qui l'entouraient. Depuis là, nous connaissions déjà une inflation au Togo. Covid est donc rentré dedans. Normalement, à la fin donc, de Covid, il y a ce que nous appelons la relance économique. Eh bien, pendant la relance, l'État injecte beaucoup de milliards dans l'économie nationale pour redémarrer la vie économique du pays. Nous sommes d'accord. Maintenant, au Togo, l'État n'a même pas injecté de l'argent pour qu'il y ait redémarrage des activités économiques. Tout au contraire, on s'accommode à des pratiques liées à la guerre en Ukraine, parce que je n'ai pas compris pourquoi la Russie coupe le gaz à la France et du coup nous subissons la vie chère ici et le coût du gaz a nettement monté. Hein? Même si voilà, on dira que c'est à l'extérieur que bon, il y a une inflation. Maintenant, quand le coût du baril augmente à l'international, le Togo aussi augmente le coût du baril ici. Le Togo s'approvisionne où? Voilà, qui sait? Moi je dis que il me dit que ça vient pas de mer, mais en réalité
Nous avons le Nigeria, nous sommes des Africains. Mais est-ce que c'est du Nigeria que ça vient? Mais est-ce qu'ils nous disent d'où ça pour d'autres personnes? On sait que quand même sur nos côtes, il y a des trafics liés aux hydrocarbures, naturellement. Maintenant, il faut que l'État nous dise clairement d'où ça pose. Parce qu'on sait que les camions citernes transportent donc du carburant, soit en provenant du Nigeria ou du Ghana, personne ne sait. Et je me dis que l'Afrique doit pouvoir rester elle-même. Nous avons une monnaie qui nous dessert énormément. Cette crise est aussi liée au fait qu'on a une monnaie qui n'a aucune valeur. La crise, je parle du franc, mondiale. je parle du franc CFA. Mais la crise, elle est mondiale. Pourquoi elle doit être mondiale? Non. Cette crise touche certains États. Tenez-vous bien. Je vous explique. La Russie s'attaque aux intérêts économiques français de façon ouverte. La Russie a coupé beaucoup de ponts à la France. Les Français sont en difficulté économique. Et du coup, on nous dit que c'est la crise générale. Quelle crise générale? Même pour le blé, il a fallu que le président Macky Sall aille négocier pour le compte de la France en Russie, etc. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Si l'Afrique avait une bonne campagne de production agricole, nous n'aurons rien à foutre à cette guerre, ni à la vie chère. Mais maintenant, l'Afrique ne l'a pas fait. Nous subissons. Maintenant, revenons à ma question par rapport aux travailleurs du secteur privé qui sont mais l'État ne nous considère pas. Dans cette décision. Surtout la presse privée, qui juge critique. Donc il ne faut pas aider son ennemi à... C'est dommage. Écoutez, sinon pourquoi... L'aide de l'État à la presse... Écoutez, vous savez, avec des critères exécrables, écoutez, et que ça donne quoi? Interroger les gens, ils vont vous dire. Normalement, l'État doit pouvoir accompagner la presse privée. Nous éduquons la masse. Si nous laissons nos activités, nos rédactions, on met à nos frères le carburant, on vient, on éduque la masse, l'État doit pas nous accompagner. Mais loin de là, au contraire, on attend que vous fassiez un petit truc et on vous met vous allez sur un autre terrain, malheureusement. Vous allez sur un autre terrain. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que l'État doit pouvoir être à l'écoute, surtout des journalistes de la presse privée. Nous souffrons beaucoup, mais on a l'impression que personne ne se soucie de nos sorts. Et c'est nos confrères qui meurent. Nous savons comment ils meurent. Les gens n'ont pas de soins. Même Assurance INAM, là, dans un groupe WhatsApp dans lequel je suis inscrit, beaucoup de confrères n'ont plus payé déjà pendant, y compris moi-même, pendant déjà de nombreux mois. Or, c'est combien l'assurance INAM? C'est pas élevé. Mais beaucoup, même ceux qui ne commençaient pas à payer, ont complètement arrêté. Voyez-vous, je pense que... Là c'est tous les travailleurs du secteur privé. C'est pas seulement la presse. Comme je le disais tout à l'heure, Cyril, le secteur privé. Parce qu'on dit augmentation du SMIC, ça ne nous concerne pas. Même si on augmente le SMIC aujourd'hui, le patron, c'est quand ils auront les moyens par rapport aux ressources qu'on va augmenter, on va l'appliquer. Quand on dit 10 000 francs pour le déplacement et autres, là, on ne l'aura pas. Parce que vous avez vu avec Covid ce que deviennent nos organes. Dites-nous, le secteur privé. Je crois que l'État doit revoir ce côté parce que le secteur privé est le plus gros perdant, le plus grand perdant dans ces 10 commandements de Fort Gnassingbé, si je peux le dire comme ça. Les 10 commandements. Seigneur. Et la presse aussi fait partie de ce secteur privé. Vous avez parlé de 10 commandements. Et vous voulez qu'on ajoute un 11e? Oui, non. C'est 10 commandements depuis. Pourquoi maintenant ça va changer à 11 commandements? Voilà, donc il faut... Non, c'est que la presse est la plus grande oubliée de ces 10 mesures du président de la République. Et honnêtement, ça se voit aussi que cette presse-là, cette presse privée, si je peux le dire, fait partie du secteur du secteur privé. Donc il faudrait que l'État mène plus des réflexions approfondies, soit pourquoi ne pas revoir le cas de ce secteur privé-là, qui fait plus simple parce que la fonction publique
combien de Togolais travaillent dans la fonction publique? J'allais vous poser cette question tout à l'heure. Mais à peine 3 à 4%. Non, même pas 1%. Non, un instant, c'est- je viens à vous tout à l'heure. C'est pourquoi, par rapport à cette question. c'est pourquoi je parle de à peine. C'est pourquoi je parle d'à peine. À peine ils vont attendre 100 000 Togolais qui sont dans la fonction publique, aujourd'hui. Donc je crois que c'est le secteur privé qui prend plus les employés. Si vous prenez aujourd'hui les écoles privées sont plus nombreuses que les écoles publiques. Quand vous prenez, quand l'État parle d'entrepreneuriat, tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique. Mais il faudrait qu'on arrive aussi à mettre de gros moyens à la disposition des jeunes entrepreneurs. Dans ces 10 mesures, qu'est-ce qu'un jeune entrepreneur peut gagner? Rien. Donc il faudrait que soit on trouve un autre fonds qu'on mettra à la disposition des entrepreneurs. Peut-être si le chef de l'État dit aujourd'hui qu'il n'y aura plus le paiement des impôts et le fixe, etc., aux jeunes entrepreneurs ou à toutes les entreprises jusqu'à 3 ans, je crois que ça, c'est une bonne nouvelle. Je crois que ça va aussi amoindrir certains coûts. Ou soit, on nous dit aujourd'hui que, OK, il y aura encore plus de, comment l'appelle-t-on, des marchés publics aux jeunes entrepreneurs. Je sais que l'État le fait, mais on peut encore le faire plus. Donc, je crois qu'il faudrait que l'État ou le président de la République revoie le secteur privé et aussi la presse togolaise. Parce que, comme vient de le dire le grand frère, nous sommes en train d'éduquer, nous prenons nos motos, nos véhicules, nous nous déplaçons. C'est avec difficulté que nous mettons du carburant, qui est cher maintenant, dans nos motos, nous nous déplaçons. Donc il faudrait aussi que l'État arrive à voir le côté de la presse privée. La presse privée fait beaucoup pour l'État togolais et je crois qu'ils sont, quand ils nous appellent entre guillemets les amis de tous les jours, donc ce que veut dire qu'eux-mêmes, l'État même se rend compte que la presse est en train de faire quelque chose pour le développement du pays. Voilà, parce que Togo Presse, la TVT, ATOP et dit Togo seul ne peuvent pas tout faire. D'ailleurs, combien de Togolais suivent la TVT on ne va pas aller sur ce terrain. À part le journal de 20 heures. Non, on ne va pas aller sur ce terrain. Si on ne va pas aller sur ce terrain, mais il faudrait que l'État revoie le côté presse. Alors, la presse écrite, d'abord quand il y a eu Covid, avec tous les accompagnements, la presse privée, elle n'était pas accompagnée. Aujourd'hui, avec les mesures prises par le chef de l'État, on n'est pas dedans. La presse privée, elle n'est pas dedans et le secteur privé se retrouve juste dans un petit coin. Dites-moi, combien de Togolais sont aujourd'hui fonctionnaires? Oui, si merci. C'est pour venir en aide à tous les Togolais. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. En économie, quand on prend le Togo, on prend l'effectif de nos armées, de la santé et tout, on a à peu près 55 ou tout au plus 60 000 hommes, ce qui fait moins de 1% de la population. Maintenant, si on relève le SMIC, par exemple, jusqu'à 80 ou 70 000 francs, alors seul 1%, enfin j'imagine à peu près une minorité, toucheront dans ce montant-là. Le secteur non étatique va donc souffrir. C'est pourquoi les États intelligents font quoi? Non, les États. Attention. Non, je dis pas ça. Je parle des mesures selon les États. Il y a certains États. Dire les États intelligents, c'est non, comme quand si je prends, non, pas ça. Quand je prends la France par exemple, comment elle fonctionne? Laisse-moi te dire. Quand vous le comparez forcément. Oui, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes tous égaux en droit. Le Bénin est à côté, vous ne comparez pas le Bénin au Togo. Le Bénin, le Burkina est là, vous ne comparez pas le Burkina au Togo. Mademoiselle, laisse-moi te dire. Vous allez juste à Anita, la France. La France est... Laisse-moi te dire qu'au Bénin à côté, le Bénin a connu une ruinance économique au cours de laquelle
l'État a injecté de l'argent dans les entreprises qui sont en difficulté pour sauvegarder d'abord les emplois. Alors, comparez le Togo au Bénin. Le Togo au Togo, actuellement, Amina est en train encore de licencier encore son personnel. L'année dernière, j'ai passé mon temps à pleurnicher pour qu'on ne licencie pas les gens, que ce soit au niveau de Attention, on n'a pas le nom des sociétés. Bien sûr. Juste les sociétés de la place, mais vous ne donnez pas les noms. Malgré tout ça, on a mis à la porte nos concitoyens. Et là encore, l'État n'a rien fait pour leur reprise. Maintenant, il y a encore plusieurs entreprises, même des firmes qui sont en difficulté et qui vont fermer dans les mois ou semaines à venir. Il faut que l'État maintenant injecte l'argent pour maintenir de l'emploi en soutenant dans le secteur privé. Voyez-vous, mais l'État togolais ne le fait pas. Maintenant, quand il sera question, par exemple, de relever le SMIC, on sait qu'il y a peut-être 1% des fonctionnaires. Alors, si eux, on essaie de les mettre à l'aise, ça va entraîner quoi? De la jalousie sociale. Parce qu'à côté, vous allez voir quelqu'un qui a tout. Il sort de sa maison, une voiture, il monte, il mange bien. Et à côté, il y a quelqu'un qui n'aura pratiquement rien. Attends, il y aura de la tension sociale. C'est pourquoi je parle de... pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On devrait en principe juste aller vers une déflation générale pour permettre aux citoyens sans revenus de pouvoir acheter le pain, le maïs à un prix social. Là, on ne le fait pas. On maintient maintenant les coûts à un niveau économiquement élevé. Maintenant, on met à l'aise un peu les fonctionnaires et on laisse de côté 80% des populations, 90%, nous sommes à 80% en principe agricole. Donc on laisse de côté. C'est une disparité sociale qui ne s'explique pas. Donc l'État a aujourd'hui grand intérêt à pouvoir aller vers la déflation. Quand l'État va donc aller à la déflation, ça profitera pratiquement à tous les citoyens. On aimerait payer le maïs. Actuellement, le maïs nouveau est sur le marché, mais c'est vendu à un coût exécrable. Or, il fallait quand même aller vers une déflation des produits alimentaires, des denrées alimentaires. Mais on n'est pas arrivé là. Et l'État maintient également son train de vie normal. On n'a pas vu le salaire des députés chuter pour aider le plus pauvre. Chacun garde donc sa position. Et maintenant, je sais que l'OMS a injecté des milliards à tous les États après Covid. Alors, ce que les États ont fait, on en a entendu. Le Bénin. Il y a eu des actions qui étaient menées en Covid. Ah, mais non, mais après ça, il y a un fonds qui a été récemment. Oui, attention, il y a encore un fonds qui a été récemment alloué aux États après Covid. Déjà, Covid est fini. Ah non, c'est fini. Non, écoutez, on parle déjà d'après Covid. Oh là là. Écoutez, est-ce que l'OMS a sorti une note officielle disant que Covid est fini? Il y a un temps déjà. Nous sommes sur un plateau de télé. Suivons l'évolution. La vérité à ceux-là qui nous suivent. Non. Écoutez-moi, nous devons dire la vérité à ceux-là qui nous suivent. Est-ce que l'OMS a sorti une note officielle disant que Covid est fini? Parce que c'est vrai, je dirais non. Je dirais non. Je dirais non, mais la réalité, nous vivons des réalités. Après la pandémie, d'accord, relance après, mais la pandémie, si vous considérez qu'elle est toujours là, pourquoi me demander vous-même? Non. Vous savez que entre-temps, c'était dit que nous devons apprendre à vivre avec la maladie. Vivre avec cette maladie, c'est-à-dire, on va expliquer à la conférence de presse que l'histoire humaine est jalonnée de pandémie. Il faut respecter certaines mesures. L'histoire humaine est toujours jalonnée de pandémie. On a connu les animaux malades de la peste. On en a tout connu. Nous sommes d'accord. Et puis, bon, ça revient. Donc, apprenons certes à vivre avec le mal. Pas question de dire que le mal a disparu ou pas. Mais ce qui compte, c'est des questions maintenant économiques. Donc, quand la France a organisé le sommet post-Covid, après Covid, et relancé donc l'économie avec ses exportations vers l'Afrique, l'aéronef français est sur les airs. Il y a donc des transports, l'économie a donc
repris, etc. Donc vous estimez que le Covid est fini. Il ne sera pas normal. Alors revenons, on va laisser de côté cette histoire de Covid. Ce qui est sûr, Covid n'est pas fini. Nous devons apprendre à vivre avec le mal en respectant les mesures barrières. Dites-nous, Cyril, par rapport à ces 10 mesures, vous les appelez les 10 commandements. Alors, dites-nous, est-ce à dire que le dialogue social, c'est vrai que vous n'êtes pas satisfait par rapport à ce qui concerne le secteur privé et surtout la presse privée, mais dites-nous, peut-on dire que le dialogue social a porté des fruits avec l'annonce de ces mesures-là? Oui, on peut le dire, hein, parce que aujourd'hui, il n'y a plus quand je prends le climat politique aujourd'hui dans notre pays, ça a l'air apaisé. Mais jusque nous avons faim, au fait. Et vous n'êtes pas sans savoir que s'il y a cette faim-là, s'il y a toujours cette vie chère qui gangrène les populations, il faut vraiment faire attention. Parce que ce sont ces situations-là qui amènent certains jeunes à faire des trucs comme le cambriolage, on va éviter ça. Le vol à main armée, les viols, etc. Donc, on ne peut pas dire que le dialogue social a apporté ses fruits parce que avec ce dialogue social-là qui est initié par le chef de l'État personnellement, tous les politiques ne sont pas satisfaits. Quand en temps même, ça fait 3 jours qu'il y a une ancienne députée ou une maire de la commune Golf 4 qui a adressé une note au chef du gouvernement togolais, donc pour l'interpeller sur un certain nombre de situations qu'elle a observées dans sa commune, même si la lettre a été envoyée au nom d'un parti politique. Cela veut dire que le dialogue social n'a pas satisfait tout le monde au fait. Mais je crois que dans les prochains jours, ça doit apporter ses fruits. Parce que, comme je viens de le dire tout de suite, en prenant ces 10 mesures pour accompagner, entre guillemets, les populations, les fonctionnaires togolais, je crois que c'est pour trouver des portes de sortie, des bonnes portes de sortie à cette crise économique que nous tous nous sommes en train de vivre, etc. Mais je le dis encore, il faudrait que toutes les couches sociales soient prises en compte dans ces médias. Voilà, surtout la presse privée, parce que aujourd'hui, quand vous prenez les 10 mesures, le plus grand gagnant, ce sont les fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires. Le plus grand gagnant, mais la majorité, ça concerne. Il y a qu'un seul point, je crois, hein, 1 ou 2 points qui concernent le secteur privé. Donc le reste, ce sont les fonctionnaires, togolais. Or, aujourd'hui, les fonctionnaires n'atteignent pas 100 000. C'est vrai que ces fonctionnaires aussi ont des familles qu'ils nourrissent. Peut-être ils ont des boules, peut-être un seul fonctionnaire peut avoir au moins 3 à 4 bouches qu'il est en train de nourrir. Mais il faudrait que l'État réfléchisse, l'État mène des réflexions approfondies pour qu'il arrive à prendre en compte toutes les couches sociales. Il ne faut pas prendre une seule couche et laisser les autres. Or, c'est le secteur privé même qui est en train d'abattre le plus grand boulot. Alors, à la fin du communiqué, écoutez, le chef de l'État a dit ceci, je vous donne lecture, je cite, « J'exhorte nos concitoyens à plus d'ardeur au travail par solidarité au renforcement de la cohésion sociale. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non, je pense que là... Seul le travail libère, c'est ce qu'il veut dire? Oui, il veut employer les Togolais d'abord. Il sait que les mesures prises ne sont que des gouttes d'eau dans la mer. C'est pourquoi il sait bien que beaucoup seront mis sur le carreau. C'est pourquoi il parle maintenant de solidarité. C'est-à-dire que celui qui en a aide celui qui n'en a pas. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Vous savez, les États refusent cela
en donnant la chance à tous les citoyens. C'est que certains États font de la redistribution sociale, de sorte que même le citoyen qui ne travaille pas a au moins un minimum. Si au moins par mois, un Togolais peut y avoir peut-être 5 000 francs, il pensera, l'État a accumulé cette somme pendant au moins 3, 4, 5, 6 mois pour démarrer une activité. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont rien, qui n'auront pratiquement rien, et au même moment vous mettez de côté des fonctionnaires et dont les situations sont toujours religieuses, etc., il y aura de la tension sociale. C'est inhérent à l'être humain. Quand vous voyez quelqu'un, lui, il va chaque matin au boulot, il sort sa bagnole, il mange au restaurant, et à côté, vous mangez ce qu'on appelle... Est-ce que vous savez comment il travaille? Hein? Vous savez comment il travaille? Ah mais non, écoutez, s'il est fonctionnaire... Attendez, je vous donne un exemple par exemple. Oui. Un fonctionnaire qui se lève le matin, il quitte la maison à 7h, à 7h30 il est dans son bureau. À midi il va à la pause. Il reprend dans l'après-midi, à 17h30 il termine, il rentre chez lui. Par contre, quelqu'un du secteur privé qui quitte la maison peut-être à 4h, il va dans un service, dans un commis-service, il travaille. Déjà à 9h vous le retrouvez ailleurs. Et peut-être que cette personne termine sa journée à 22h en travaillant sans repos. Bien sûr. Si le dimanche, cette personne-là, celui-là qui a travaillé plusieurs fois dans la journée, veut s'offrir un déjeuner dans un restaurant, est-ce qu'on va l'envier? Vous savez comment il a travaillé? Mais socialement, quand vous n'avez pas un contrat, CDI par exemple, qui vous couvre avec des assurances, etc., vous êtes socialement instable. Ça, c'est clair. Ça me donne l'occasion de faire beaucoup de travail. Oui, écoutez, non, socialement... J'ai 2 ou 3 travaux comme ça. Socialement, ça veut dire que vous travaillerez beaucoup plus. Oui. Vous allez ruiner votre corps, madame. Vous allez ruiner votre corps. Il faut travailler pendant qu'on est jeune. Ça ne fait rien. Non, il faut plutôt aller à une redistribution sociale. Ça sert à quoi de vivre longtemps si vous n'avez pas l'argent? Je ne vais pas ruiner mon corps et avoir l'argent. L'État a intérêt à intérêt à protéger tous les citoyens. Donc, à permettre à tous de pouvoir vivre. Alors, si l'État se permet de mettre à l'aise 1%, je redis qu'en France, c'est l'argent public embourbe pratiquement 10 à 12%. Déjà, si on fait un geste là-bas, ça peut regarder sur toute la population. Et encore en France, on fait de la redistribution ailleurs. Maintenant, ce qui compte, c'est d'aller vers une déflation. Il faut diminuer sensiblement les coûts pour permettre aux citoyens, même non travailleurs, de se sentir dans la solidarité humaine. Parce que quand c'est trop cher et qu'on va en payer, on garde ça pour soi. Mais quand le coût est sociable, on peut donner à autrui sans problème. À son prochain. Voilà. Alors, j'encourage par contre tous les Togolais à la solidarité. Comme le chef de l'État l'a dit. Parfait. Autre nouvelle reçue la semaine dernière, c'est la reconduction de la gratuité des frais scolaires. Alors, dites-moi, Cyril, bon ou peut mieux faire? Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle. Hein. Déjà, même l'année passée, ça a été toujours la même chose. Ça fait plusieurs années que déjà au cours primaire, les élèves ne paient plus. Donc, depuis l'année passée, il y a le collège et le lycée qui ont pris aussi le train. Donc, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je crois que le président de la République est en train d'appliquer toutes les promesses qui ont été faites lors de sa campagne présidentielle en 2020. Ça aussi, la gratuité des écoles fait partie des promesses de campagne. Faisait partie des promesses de campagne. La prise en charge des femmes enceintes aussi. Donc je crois que c'est l'effectivité de ces promesses de campagne. Donc c'est une bonne nouvelle aussi. Je crois que ça aussi, ça peut aider l'Togolais à faire face à la vie chère. Donc je crois que c'est cette vie chère là aussi qui a toujours amené le chef de l'État ou le gouvernement. Cette fois-ci, c'est les enfants, c'est tous les enfants que voilà, il y a tout le monde. Les enfants, les fonctionnaires, les enfants, les travailleurs du secteur. Tout le monde a été pris en compte. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais
Même si, Le maire. même si la presse privée est prise en compte dans la gratuité des frais scolaires, l'État aussi peut toujours mieux faire pour nous. Alors, merci à vous, Cyril, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Bien de choses à vos différentes rédactions, chers téléspectateurs. Ce sera donc la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h et après l'émission sera postée sur nos différentes pages. Moi, je vous retrouve jeudi à 10h. Il y a quelqu'un qui dit de vous remercier. Soune, merci à vous. Alors, on se retrouve jeudi prochain à partir de 10h.